quoi? Brûler une voiture, brûler des voies sur lesquelles nous sommes amenés nous-mêmes à emprunter, sur lesquelles nous allons conduire nos enfants à l'école, brûler des voitures pour lesquelles on a mis toute une vie à se l'offrir. Je ne crois pas que ce soit le mot. Se faire entendre, oui, mais je pense qu'il y a plusieurs autres moyens pour cela. On ne peut pas continuer à évoluer comme ça dans ce pays-là. Voilà, c'est pas parce que une dame a été écrasée, c'est pas parce qu'elle est décédée qu'on va se lever, on brûle son véhicule et on a failli même le bastonner à mort. Il a été, on l'a sauvé de justesse. Et on ne peut pas continuer comme ça. Cependant, il faut situer la responsabilité à deux niveaux. Ces messieurs-là essaient donc de rendre justice eux-mêmes. Pourquoi? Il faut dire tout simplement parce que quelque part, nombreux ont été les cas où ils n'ont pas eu justice et ils ont tendance donc à rendre justice eux-mêmes. Alors, donc il va falloir également que l'autorité puisse pointer du doigt ce petit fléau-là. Arriver donc tout de suite à rendre justice, à comprendre la population, par moment également à utiliser la main forte pour réprimer des comportements de ce genre. Je dirais qu'il y a un discours provocateur de certains leaders qui, je pense, s'amusent avec le feu parce que nous voyons que d'autres pays avant nous ont essayé ces genres de propos incendiaires envers les populations pour les inviter à se faire justice eux-mêmes. Et nous voyons que dans ces pays-là, l'histoire de ces pays nous apprend qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Bien vrai qu'il y a certains dossiers de justice qui sont pendants, au-delà de nos frontières, nous voyons certains dossiers de justice qui prennent du temps avant d'être jugés et trouver des solutions. Donc je pense que même si la confiance dans la justice n'est pas effective, des actes de vandalisme ne devraient pas être faits pour espérer se rendre justice ou avoir raison sur tel ou tel événement. En tant que citoyen, je suis pour la non-violence. Et quand vous voyez des grands comme Martin Luther King, Gandhi, qui ont été des personnages, et jusqu'à aujourd'hui, nous prenons l'exemple sur eux, c'est des gens qui ont prôné la non-violence. Et quand vous prenez le cas de Martin Luther King, qui a prôné la non-violence, et vous voyez les résultats qu'on a engagés. Obama ne serait pas président des États-Unis aujourd'hui si Martin Luther King n'avait pas n'avait pas donc usé de ces méthodes-là, des méthodes pacifiques. Et je crois que les jeunes aujourd'hui doivent se servir de cet exemple. Je dirais que les religions ont leur place. On leur place pour donner les avis nécessaires à la mise en place de telle organisation au sein du Burkina. Bon, mais je pense que c'est cette manière de faire depuis un certain nombre d'années qui a contraint certaines classes religieuses à vouloir peut-être, je dirais, monopoliser les débats autour d'eux-mêmes. Donc je dirais, le conseil peut-être que je donnerais aux gouvernants, c'est d'essayer la société civile, de donner la parole à la société civile, aux partis politiques, pour donner leurs avis sur ce qui concerne la mise en place des organes politiques de l'État. Je veux bien comprendre que les chefs religieux se sentent à même de donner leur avis sur certains sujets politiques parce qu'ils vivent dans ce pays. Ils vivent dans un pays politique, mais je me dis que politique va avec démocratie. Il faut bien sûr écouter tout le monde, mais pas pour autant devenir un pays religieux ou d'ailleurs un pays religieux. Quelle religion nous allons suivre? L'islam, le christianisme, l'animisme? Je ne sais pas. Que ce soit l'église catholique, les protestants ou les musulmans, ils ont des gens qui sont avec eux, des fidèles. Et aussi ces fidèles-là sont des citoyens du pays. Donc c'est normal que l'éducation qu'ils donnent à ces citoyens-là, c'est une éducation religieuse, mais aussi on les éduque à être des citoyens. Et je pense que c'est normal qu'ils puissent donc se prononcer sur la vie de la nation. Mais je pense qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas dépasser. La religion doit savoir où elle a le pouvoir, où elle doit donc s'affirmer, mais elle doit savoir aussi que la politique, c'est fait pour les politiciens. Donc quand on mélange les deux trucs, ça devient autre chose. Mais je crois que c'est dans leur devoir donc, de se prononcer sur la vie de la nation, comme ils le font avec leurs fidèles.
Alors, un Sénat pour faire quoi? Pour voter des lois? Pour contrôler les politiques publiques ou contrôler les faits et gestes du gouvernement? Je pense que oui, nous avons besoin d'un contrôle parce que quand des lois sont votées, il faut contrôler leur faisabilité ou le rendu de ces lois-là. Mais est-ce que nous sommes prêts pour un Sénat au Burkina? Oui, c'est un système politique qui a son côté positif, mais aussi quelques côtés négatifs. Mais est-ce que nous sommes prêts? Je ne crois pas que nous soyons prêts. Pour ma part, pour le Sénat, je dirais oui. Oui, mais des précautions doivent être prises avant la mise en place de ce Sénat. À mon avis, au Burkina, lier forcément le Sénat, la mise en place du Sénat avec le pouvoir d'achat est une erreur. Partout, même s'il y a des institutions, il y aura toujours la pauvreté. Voilà. Mais je dirais, pour éviter le coût, en tout cas, est assez élevé, même si on n'a pas le coût exact de cette institution-là. Mais pour moi, le Sénat ne doit pas exister avec le CES, le Conseil économique et social. Il y a un organe aussi consultatif et qui peut donner des avis. Donc pour moi, plus simplement, pour mettre en place le Sénat, suppression du CES. Nous sommes dans une société où nous avons une disparité de cette société. Vous avez les coutumiers, vous avez les religieux, vous avez alors également la société civile. Je suis pour une représentativité, une chambre, une deuxième chambre, où on va réunir un peu tous ces différents protagonistes-là. Vous voyez, les chefs coutumiers, ce sont des gens qui ont une forte décision, ce sont des gens qui sont des autorités, c'est des autorités coutumières donc, dans ce pays-là. Voilà. Pourquoi pas ne pas les représenter dans une chambre, hein? Les religieux, les pasteurs, les prêtres, la société civile en général, hein, ceux qui ont une certaine, j'allais dire, ceux qui ont un impact sur la société, ceux-là qui ont une capacité de décision donc, sur la société. Le président vient donc de demander à tout le monde de mettre balle à terre. Il a demandé à tout le monde, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, que les gens viennent ensemble, qu'ils discutent et qu'ils trouvent des solutions probantes pour la nation. Parce que ça ne sert pas aujourd'hui de mettre le pays à feu et à sang pour juste une histoire du Sénat. Donc je pense qu'il a eu vraiment une décision très sage et je pense qu'en ce moment, les gens sont en train de se concerter pour nous donner les résultats très bientôt. Donc évitons donc de dévancer l'iguane dans l'eau, mais je pense que le chef de l'État a eu une décision très sage et je pense que c'est très bien. Si vous regardez, bon, la situation, le pays s'est apaisé, la tension est tombée. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons attendre donc les résultats de ce comité-là. Et bon, ce qui va en sortir, ça va être une décision consensuelle. Et tout ce que j'ai à dire, à lancer, c'est que tous nos politiciens-là puissent venir ensemble, qu'ils voient l'intérêt de la nation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un camp qui gagne, c'est le Burkina Faso qui gagne. Ce n'est pas un camp qui perd, c'est le Burkina Faso qui perd. Donc mettons-nous ensemble, donnons-nous la main et pour nous puissions faire avancer ce pays-là. Parce que ça ne sert à rien de le détruire à cause des futilités. Donc je demande aux politiciens d'être très sages sur cette question-là et de nous aider vraiment à pouvoir avoir cette stabilité légendaire que nous avons au Burkina Faso, cette paix légendaire que nous avons au Burkina Faso, que nous puissions la garder et que nous puissions la transmettre donc aux générations futures. Éduquer, oui, mais éduquer juste pour remplir un quota, pour avoir un taux d'éducation élevé, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que déjà, même nous prendrons certains professeurs qui dictent leurs leçons en faisant plein de fautes. Je ne pense pas. Je préfère que nous soyons instruits, qu'il y ait plus d'éducation civique. Actuellement, nous avons des élèves qui ont le BPC, mais qui n'ont vraiment pas le niveau. Un élève qui a un BPC qui n'arrive pas à te sortir une phrase correcte en français, je ne pense pas que ce soit cela appelé éduquer. Il faut voir le problème à la base. Le corps professoral, le corps éducatif lui-même doit être... je pense qu'il faut revoir même l'éducation du corps professoral. La réforme de l'enseignement au Burkina Faso dépend de tous les acteurs. Je parle d'abord de l'élite. Il faut réformer l'enseignement au Burkina Faso. Ça ne va pas. Je vous prends un exemple. Il y a un monsieur qui enseigne à l'université de Ouagadougou, un blanc qu'on appelle Meyer. Ce monsieur-là, par exemple, il distribue des 2, des 1, des 0 aux étudiants sur 2-3 évaluations et il n'arrive même pas à justifier le pourquoi de ces 2. Il ne faut pas permettre des individus comme ça à venir nous insulter au Burkina Faso. Il ne le fera pas en Europe. S'il le fait en Europe, il va s'expliquer. Tu ne peux pas tenir des étudiants
1000 étudiants dans une salle, tu distribues 2000, tu distribues 100 euros, 900 euros. Mais quelle est la différence entre 900 euros et 902? Ça devient la même chose, ou bien 903. Donc, il faut passer par là d'abord. Le compte rendu de cette notation-là, tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu donnes 2 à un étudiant. Pas venir nous insulter, nous ne sommes pas quand même des idiots. Sur 1000 personnes, tu ne peux pas dire que tu trouves 1000 idiots et 900 idiots quand même. Donc il faut nous prendre au sérieux. Donc je parle d'abord, ça c'est côté corps professoral. Alors si tu es donc conscientisé, le corps professoral, à la limite même reformé. Oui, c'est faisable dans ce pays-là, on peut le faire. Il suffit qu'il y ait une bonne volonté politique. Cependant, également, il faut revoir la qualité même de l'enseignement, c'est-à-dire la capacité des étudiants à être évalués. Vous savez, la technologie a évolué, beaucoup de choses ont évolué. On peut continuer avec les anciennes méthodes d'enseignement. Vous voyez, il y a pas mal non plus. La technologie est là, l'outil informatique est là. Jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte qu'à l'université de Ouagadougou, un étudiant jusqu'à la maîtrise, il n'a même pas un PC. Il ne sait pas utiliser un ordinateur. C'est dangereux. L'éducation est la base du développement. Un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui ne peut pas se développer. Il n'y a pas eu ce pays-là au monde qui a pu amorcer un développement sans éducation. Donc il faut que tout le monde sache que l'éducation est à la base de tout. Et je dis, ce n'est pas à l'État seul de se charger de l'éducation. L'éducation est l'affaire de tout le monde, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les organisations, dans les associations. Et moi qui suis acteur donc, du monde académique, je me rends compte que vraiment, il y a une baisse au niveau de l'éducation. Et ça, c'est très dangereux pour une nation qui veut aller vers l'émergence. Il faut que nous puissions nous souder. Il faut que nous puissions avoir des innovations, des solutions innovantes pour l'éducation. Et je vais parler de la technologie. Aujourd'hui, les TIC sont un moyen donc, pour pouvoir nous permettre d'éduquer la population à moindre coût. Moi qui vous parle, je suis dans le domaine et je suis même en train d'avoir des actions dans ce sens-là, pour que nous puissions allier TIC et éducation. Et c'est la seule solution pour nous permettre d'avoir une éducation de qualité. Parce qu'il ne suffit pas d'éduquer pour éduquer, il faut avoir une éducation de qualité. Et c'est sur cette base-là donc que nous allons amorcer le développement. Mais je demande à tout le monde de se rendre compte que non, c'est un travail d'ensemble. C'est la population, c'est l'État, c'est la société, c'est les organisations de la société civile, et c'est les politiciens. Il y a de cela 1-2 mois, il y a eu un accident sur l'avenue France-Afrique à Ouaga 2000, je crois. Et juste après, ils ont brûlé la voiture du conducteur parce qu'il y a eu mort d'homme. C'est triste. Personne ne sort de chez lui en se disant, voilà, aujourd'hui, il faut que je tue une personne. C'est un accident, c'est pour ça que ça s'appelle accident. Ce n'est pas voulu. Et je pense que c'est faire preuve d'incivisme. Nous pouvons nous retrouver demain dans ce même cas. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je me dis que demain, si mon enfant sort, en conduisant un véhicule, j'aimerais pas qu'on m'appelle en me disant alors on a brûlé le véhicule de ton enfant ou peut-être même qu'on a atteint à sa vie parce qu'il y a eu un accident. C'est dommage, c'est regrettable et je pense qu'il y a une justice pour cela et il faut laisser la justice faire son boulot parce qu'en ce moment nous sommes en insécurité totale. J'ai un véhicule et quand je sors de chez moi, je ne sais pas si je vais rentrer en sécurité chez moi. Donc je pense que ça m'a vraiment choqué. Nous vivons actuellement dans une jungle et je pense qu'il faut vraiment que l'État revoie cela. Je ne peux pas comprendre un intellectuel qui revendique par la brutalité en brûlant des véhicules. Je ne peux pas comprendre cela. Moi, je pense que si vous avez des revendications à faire, le mieux à faire, c'est d'aller par la voie pacifique. Pourquoi vouloir brûler des véhicules? Maintenant, on vous arrête, on veut vous juger et vous demandez maintenant la liberté provisoire sous condition parce que vous devez composer bientôt. Est-ce que vous avez échangé, vous avez discuté et puis ça n'a pas marché? Tout de suite, on prend la solution de brûler. Ça ne va pas. On ne peut pas tolérer ça dans un État. Je ne suis pas contre les étudiants. Moi, je suis étudiant. Jusqu'à présent, je prends des études. Je prends des cours à l'université de Ouagadougou. Mais je ne peux pas comprendre quoi. Tout de suite, il y a un problème. On se lève, on brûle et puis on se réclame intellectuel. On ne peut pas continuer comme ça. Le choc, c'est de voir des étudiants dans la rue dormir à même le sol, dans cette poussière, avec les moustiques, la pluie. Ça m'a choqué. Parce que les étudiants, c'est le pays de demain. C'est les intellectuels de demain. C'est ceux-là même qui ont pour eux la destinée de notre pays. Et voir ces jeunes-là comme ça dans la rue, ça m'a choqué. Le nombre de personnes, de jeunes qui ont pris part au concours de la fonction publique, le nombre c'est de 500 et quelques mille. Je ne sais pas si les gens
font une pensée pour cette poudrière-là qui existe dans notre pays et ailleurs en Afrique. Plus de 70%, comme je le disais, sont jeunes, moins de 35 ans au Burkina. Alors 500 000 diplômés, ils passent les concours avec 10 000 postes maximum qui vont être donnés. Donc il y a 400 et quelques mille, 500 et quelques mille encore qui attendent l'année prochaine pour faire des concours. Pendant ce temps-là, les sociétés privées et autres ne recrutent pas tellement. Viens chez moi au Burkina Faso, tu seras comme chez toi. Je te présenterai mon pays, le Burkina Faso. Viens chez moi au Burkina Faso, tu seras comme chez toi. Je te présenterai